Donc juste pour vous rappeler le contexte un petit peu national, hein, il a été créé pour l'instant, c'est 10 plateformes qui ont pour but, dans le plan de maladies rares, d'améliorer le parcours de soins, le parcours de vie à l'échelle des territoires, de renforcer donc l'action des filières, hein, qui est déjà très efficace. On a vu tout ce que fait Bremtine, par exemple, à l'échelle d'une région. Et puis donc aider, donner de la visibilité au centre de référence maladies rares. Le petit hic de tout ça, c'est que le financement a été donné pour 2 ans, donc il va falloir, maintenant que ça commence à être bien lancé, il va falloir trouver les sous pour la suite suivante. Donc voilà le paysage. Donc les carrés rouges, c'est celles qui sont en cours de labellisation, mais on a su de façon officieuse, et on est vraiment ravis que donc la plateforme d'expertise maladies rares Centre Val-de-Loire nous rejoigne maintenant. Hein. Donc il existait déjà Rare-Braise en Bretagne et Prior Ex-Mara en Pays de Loire, et Prior déjà bien avant. Donc il y en a une aussi, hein, vous voyez, pour ceux qui sont dans le sud-ouest, hein, il y en avait déjà une. Et puis il y a Rouen-Caen aussi, hein, qui va être labellisée. Suivante. Donc pour ce qui est du Grand Ouest, donc celle de Bretagne donc est bicéphale, hein, c'est Rennes-Brest. Anne va vous en reparler. Prior donc existait déjà avec tous les aspects médico-sociaux et maintenant avec un aspect plus sanitaire. Et puis donc Centre Val-de-Loire porté par Tours et Orléans. Voilà, je vous laisse surtout vous en parler. Oui, bonjour. Je suis Penelope Hodges. Notre plateforme de Centre Val-de-Loire a été labellisée que depuis le 8 juin. On a reçu les résultats le 27 août. Il s'associe avec 2 hôpitaux, à Tours, 5 centres de référence constitutifs, 3 centres de ressources et de compétences et 61 centres de compétences. À Orléans, il a également 8 centres de compétences. Et les 23 filières sont représentées. Et puis, bien sûr, on a le soutien de la RES de Centre Val-de-Loire. Nous avons 4 axes de travail. Avec le premier étant améliorer la visibilité des centres labellisés maladies rares et la connaissance des maladies rares. Le 2, faciliter l'accès aux centres experts pour les personnes atteintes de maladies rares et leurs aidants. 3, accompagner la recherche relative aux maladies rares. Et 4, optimiser la gestion administrative des ressources. Notre comité de pilotage, bien sûr, s'associe les centres et les représentants aussi des centres de compétences de deux centres hospitaliers. La direction de la recherche de chaque établissement, les représentants des associations, l'ARS, l'Alliance Maladies Rares, l'équipe Relais Handicap Rares. Au niveau de notre équipe, on est en cours de recrutement pour un coordinateur médical et aussi pour un ARC pour Orléans. Sinon, on est 2 chargés de mission et puis là, une assistante sociale coordinatrice. Là, vous avez nos adresses pour nous contacter. Bonjour à tous, Mathieu Fert, coordinateur de Prior. Sur la région Pays de la Loire. Sur la région Pays de la Loire, on a adossé la plateforme d'expertise à un dispositif qui préexistait déjà, Prior. La première brique avait été posée en 2009 à l'initiative de professeurs du CHU d'Angers, professeur Bonneau, professeur Verning, professeur Péréon sur Nantes et de l'Alliance Maladies Rares. On a intégré à ce premier dispositif Prior l'équipe Relais Handicap Rares, issue d'une politique nationale portée par la CNSA, et donc la troisième brique avec la plateforme d'expertise. Sur le versant médico-social, Prior, c'est avant tout un dispositif recours pour apporter appui, soutien, conseil à toute personne touchée par une maladie rare, au-delà du parcours de soins ou du parcours diagnostique. Donc un fonctionnement avec une équipe mobile qui peut se déplacer, un guichet téléphonique pour réceptionner l'ensemble des demandes et une animation sur le territoire d'un réseau d'acteurs pour faciliter la diffusion de bonnes pratiques autour des maladies rares. Dans le cadre de la plateforme d'expertise, alors les missions sont similaires à chaque PEMR sur le territoire national. Sur la région Pays de la Loire, on met l'accent sur le développement de la téléexpertise maladies rares, promotion de l'ETP et diffusion aussi d'un réseau de pairs aidances,
voilà, et valorisation d'activités à travers un certain nombre d'outils de communication. Au total, sur équipe Prior, sur la région Pays d'Ain Loire, on a une équipe assez conséquente, 10 ETP au total, 4,5 ETP dédiés à la coordination de parcours et 4 ETP de chargés de mission dédiés au projet de la plateforme d'expertise maladie rare qu'on va essayer de pérenniser. Voilà, et 2 médecins coordinateurs aujourd'hui, une professeure Bonneau et une professeure Péréon sur Nantes. Quelques données d'activité en conclusion, sur les 10 années passées de Prior, plus de 1700 personnes ont contacté la plateforme. On essaye d'animer, voilà, de proposer un certain nombre de conférences, d'espaces pour échanger les savoirs autour des maladies rares et un dénominateur quand même autour des situations complexes, de personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité qui nous contactent. Voilà pour la plateforme nigérienne. Je vais changer comme ça. Bonjour à tous, donc moi Anne Prestel, je suis la coordinatrice de la plateforme Maladies rares de Bretagne. Donc nous couvrons les 4 départements bretons avec une antenne qui est donc implantée au CHU de Rennes et une autre au CHU de Brest. Donc on a la particularité d'avoir énormément de centres de compétences, puisqu'on en a 113. Alors nous aussi, on couvre les 23 filières de santé maladies rares. Donc nous, moi je me considère un peu comme la petite sœur de Prior, puisqu'on est allé les voir en leur disant nous, on vient de commencer. On a commencé l'année dernière. Donc la Brace Team, Sylvie, que vous connaissez déjà, coordonne la plateforme avec... Je pense aussi que tout le monde connaît Sylviane Pedonnier. J'ai une super équipe, j'ai beaucoup de chance. Nous sommes une super équipe, pardon. Je ne suis pas. Chloé, qui est dans la salle, vous allez la voir tout à l'heure. Elle va vous présenter le métier d'assistante de prescription et elle est rattachée à la plateforme Maladies rares de Bretagne. Et elle sillonne la Bretagne un petit peu, enfin en visio pas mal aussi. Et on a donc, nous, pris le parti d'avoir une infirmière et une assistante sociale à mi-temps sur Brest et à mi-temps sur Rennes. Et on a de la chance aussi parce qu'on communique toutes les semaines et il y a une belle synergie d'équipe et on travaille bien ensemble, on échange et les uns forment les autres. Enfin voilà, c'est vraiment sympa. Je vais passer très rapidement sur les objectifs et les ambitions parce qu'on va dire que c'est exactement les mêmes. Donc on n'a pas besoin de s'attarder. Si ce n'est que nous, on est très attachés et on a trop aussi en faisant sur le fait de respecter les missions de chacun. C'est ça qui est compliqué. On est un nouveau dispositif, on s'insère un peu, c'est un peu le millefeuille entre national, j'insisterai un petit peu plus là-dessus. Nous, on a quand même en moins d'un an à peu près 70 prises en charge de patients alors qu'on n'a pas fait une super com, donc il y a un réel besoin. Et on a aussi des demandes de professionnels qui émergent et d'associations aussi qui nous contactent, mais on sait qu'on a encore beaucoup de com à faire parce que c'est le principal, ça a été ça. On a rencontré à ce jour à peu près 250 partenaires différents, donc ça avance bien. Alors la vraie particularité, nous, on a vraiment eu rapidement le sentiment que ce qui était important, c'était de faire du lien. Donc on a rencontré, moi rapidement, j'ai vu les chefs de projet, j'ai rencontré les chefs de projet des filières, c'était le confinement, il y a un petit peu de temps pour ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer donc Sophie et Bénédicte qui m'ont parlé du groupe interfilière et qui m'ont dit Anne, vous n'allez pas faire les choses dans votre coin. J'ai dit non, c'est pas intéressant. Et du coup, on a créé un groupe interplateforme. Donc les 10 plateformes qui sont labellisées, plus les 4 plateformes des pays d'outre-mer, on se réunit là depuis début janvier. On est en lien avec la DGOS, on est en lien avec Sophie et donc on essaye de faire prendre la sauce pour éviter justement de refaire les choses, de travailler avec les filières sur ce qu'ils font déjà. Donc ça a été un gros travail, mais moi je suis assez contente parce que j'ai le sentiment en tout cas que ça prend. Voilà, et puis on est aussi en lien avec les associations qui sont extrêmement présents, ils sont dans notre comité de pilotage. Voilà, et donc sur les dispositifs régionaux, je vous ai dit, on essaye de rencontrer le plus possible de gens. Et puis, au niveau du Grand Ouest, Mathieu et moi, on s'est appelés très rapidement. Et puis, Pénélope, on l'a accompagné pour répondre à l'appel à projet. Donc, on réfléchit aussi à qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de l'axe recherche et innovation. Et Amandine, le G16 Hugo, a proposé son soutien pour accompagner les plateformes d'expertise par rapport à l'axe recherche et innovation. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus beaucoup, mais voilà. Donc vous avez là les contacts. Je sais que vous pouvez déjà adresser donc au niveau de votre territoire des patients, y compris dans les autres
régions, il y a aussi des plateformes. Bon, alors, c'est des niveaux d'avancement très, très, très différents. En tout cas, voilà. Je suis ravie de vous avoir présenté ça et c'est une très belle aventure. Je crois que la philosophie, c'est quand même... bon, les filières agissent au niveau national, elles ne connaissent pas forcément toujours bien les acteurs locaux. Hein, donc les plateformes d'expertise maladie rare ont vraiment ce rôle de faire du lien avec les acteurs locaux. Tu veux compléter, Dominique ? Non, je ne veux pas compléter. Merci beaucoup de cette présentation. Je crois que le problème majeur va être la pérennisation de ces plateformes de maladies rares. Et donc, je note que vous êtes regroupés et ensemble, on est plus fort. Donc, l'action auprès de la DGOS, c'est comme ça qu'il faut l'amener. La deuxième voie la plus prometteuse, probablement, pour la pérennisation de ces plateformes, ça va être les ARS. Donc c'est pareil, il faut mener une action localement, mais également de façon nationale, hein, vis-à-vis des ARS. Les ARS sont régionales, bien évidemment, enfin, que vis-à-vis de la DGOS sur les ARS. Hein, parce que 2 ans, c'est très court. Hein. Oui. Nous, on arrive donc dans la première vague au moment où on va devoir se pérenniser. Et donc, on ne va pas pouvoir pomper sur les moyens des centres de référence dans chaque CHU pour payer ces plateformes. Donc ça, c'est un truc très, très important pour l'année qui vient, pour la première vague. Tu soulèves un point épineux, là, d'ailleurs, Dominique, parce que c'était un peu leur idée, hein, au départ. C'était que les centres de référence donnent chacun un petit pourcentage. Et donc ça, il ne faut absolument pas accepter ça. Déjà, les centres de référence donnent un gros pourcentage à leur CHU, donc... On a eu une réunion là-dessus, hein, Mathieu, il y a 2 jours. Le groupe de travail interplateforme s'est réuni. On a un groupe de travail qui s'appelle Pérennisation de financement, modèle économique. Alors, en plus, nous, l'ARS Bretagne nous soutient là pour l'année, a priori pour l'année. Il y a Auvergne-Rhône-Alpes, ils n'ont même pas de contact au niveau de l'ARS. Donc, c'est extrêmement compliqué de réfléchir à un modèle économique. Et c'est vrai qu'on sait qu'il va falloir qu'on soit fort au niveau national pour... dire bah oui ou non, on veut bien fonctionner, mais il faut réfléchir à un modèle économique plus pérenne, quoi. Ouais, Christophe, en fait, je m'adresse aux responsables de filière. Là. Est-ce que tu ne crois pas que sur la façon de défendre la pérennisation auprès du ministère, afficher que c'est une façon indirecte de soutenir les centres de compétences qui ne sont pas financés pourrait être un argument que le ministère pourrait afficher dans la pérennisation, par exemple ? Oui, d'abord, moi, oui, tu as tout à fait raison. Moi, je suis un tout petit peu moins inquiet parce que je ne vois pas le ministère, la mission maladies rares, lancer le travail qu'ils ont fait sur ces plateformes, les appels d'offres, et au bout de 2 ans, dire si vous n'avez pas autonomisé vos financements, vous fermez. Enfin, personne ne peut penser raisonnablement qu'en 2 ans, on autonomise des financements et on a un rapport d'activité qui permet. Donc, je pense qu'il y aura des incitations. Il y aura des incitations peut-être en disant, puisqu'il va y avoir sur la campagne de relabellisation une règle budgétaire plus franche donnée au CHU. Il y aura une limite, par exemple, dans le pourcentage de gestion qu'ils peuvent prendre par rapport à cela, qui va être imposé, sur lequel les DG qui signent les dossiers vont devoir s'engager à ne pas prendre des frais de gestion, de fonctionnement supérieurs à un pourcentage qui est en train de se discuter entre 15 et 18. Il y a une marge de manœuvre. Hein. Voilà. S'ils réduisent leurs frais de gestion, il y a de quoi payer les plateformes. Je pense qu'il pourrait tout à fait y avoir aussi une incitation par rapport aux ARS, parce que chaque ARS a un référent maladie rare. Le problème, c'est que... Allez, oui, non, on est filmé, je vais quand même être prudent sur ce que je dis, mais enfin, voilà, on va dire qu'il y a une qualité variable en fonction des ARS. On en a quelques-uns qui étaient impliqués, d'autres qui ne sont absolument pas, qu'on n'arrive même pas à les contacter, ils ne répondent pas. Et puis ça tourne. Et voilà, mais je pense, je ne vois pas la mission maladie rare laisser le risque, parce que s'ils ne font rien et s'ils passent de 100% de financement à 0 au bout de 2 ans, les 3/4 des plateformes fermeront. C'est du gâchis, ils vont pas laisser en fait. ça. Ce serait du gâchis. Ça serait du gâchis, donc je suis à peu près convaincu qu'il y aura un accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se décarcasser pour trouver des financements, aller à l'ARS, mais il ne faut pas se mettre comme objectif. Si on n'a pas 100% de notre effectif, on vire la moitié de notre personnel dans 6 mois. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut... Au départ, quand on a rédigé le plan Maladie rare 3, ça avait surtout été conçu pour les départements d'outre-mer, qui étaient quand même très isolés et qui n'avaient pas tous
tous les centres de référence dans toutes les filières. Et finalement, en discutant, on s'est dit, mais en fait, il faut l'appliquer à tout le territoire. Et c'est un vrai succès. Et puis ce que dit Christelle, c'est vrai, les centres de compétences, ça a été quand même clairement... Le non-financement des centres de compétences n'est pas une volonté de la DGOS, c'est un veto de Bercy. Ça fait depuis Anne Chevrier, on en a discuté depuis le début d'Anne Chevrier, était tout à fait d'accord avec l'idée d'un financement à travers une T2A adaptée, c'est-à-dire que les différentes lettres clés seraient surcotées si on était centre de compétences maladies rares. Bercy n'a jamais validé cette proposition à chaque fois qu'elle est remontée. Donc ça a été effectivement une manière de contourner pour apporter une aide. On va parler tout à l'heure des assistants de prescription. Ils ont été aussi clairement indiqués comme devant apporter une aide au centre de compétences également. Donc aujourd'hui, la mission maladies rares essaye par tous les moyens de contourner l'absence de financement des centres de compétences, sachant qu'un vrai financement, ce n'est pas chez eux que ça se passe, mais à Bercy.